Mesdames et Messieurs les juges, affaire IT 95-14/2A, le procureur contre Dario Kordic et Mario Cerquez. Le Président, je vous remercie. Je vais demander aux parties de se présenter. Commençons par l'accusation. Bonjour, Mesdames et Messieurs les juges. Norman Farrell, Madame Helen Brady, Madame Marie-Ursula Kind et Madame Gervais. Notre commise aux audiences s'appelle Louis Calitia et vous avez aussi les premiers substituts de leur première instance, Messieurs Nice et Ken Scott. Le Président, je vous remercie. Je vais demander à la défense de Monsieur Kordic tout d'abord de se présenter. Je vous remercie, Mesdames et Messieurs les juges. Mon confrère américain, Stephen Sayers, et mon autre confrère américain, Turner Smith, moi-même, Mikko Narmovsky, Maître Kovacic. Bonjour, Mesdames et Messieurs les juges. Je m'appelle Božidar Kovacic. Je suis avocat de Croatie et je suis en compagnie de mon confrère Goran Mikulicic. Le Président, je constate que votre client a renoncé à son droit à être présent pendant le prononcé, la lecture de l'arrêt. La réponse est exacte. Le Président, je fais enfin me tourner vers M. Kordic pour lui demander s'il est en mesure de suivre le débat dans une langue qu'il comprend. Merci de me poser la question. Monsieur le Président, bon après-midi. Oui, je suis en mesure de suivre le débat dans une langue que je comprends. Le Président, je vous remercie. Avant de lire l'arrêt ou le résumé de l'arrêt, je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui nous ont aidés à la préparation de l'arrêt, à la traduction et aussi à l'impression de cet arrêt. La Chambre d'appel du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie est réunie aujourd'hui afin de prononcer l'arrêt dans l'affaire le procureur contre Dario Kordic et Mario Cerquez. Le résumé qui va suivre se fonde sur les ultimes délibérations de la Chambre d'appel qui ont eu lieu le 2 décembre 2004. Le texte de ce résumé sera disponible en anglais, en français et en BCS à l'issue de l'audience afin que l'accusé, notamment, en prenne connaissance dans une langue qu'il comprend. L'arrêt sera également mis à la disposition des parties à l'issue de cette audience. Il faut souligner que seul fait autorité le texte de l'arrêt en anglais dans lequel sont exposées les conclusions de la Chambre d'appel. Les événements en cause dans l'arrêt se sont déroulés pendant le conflit opposant le Conseil de défense croate, ou HVO, à l'armée des musulmans de Bosnie, ABIH, en Bosnie centrale de 92 à 93, notamment dans la vallée de la Lajva. Cette région, située au cœur de la Bosnie centrale, regroupe les municipalités de Vitez, Novi Travnik et Busovača. La municipalité de Kiseljak se situe au sud de la vallée de la Lajva. L'importance de cette région d'un point de vue militaire tient à sa situation géographique au centre de la Bosnie-Herzégovine et au nombre d'usines d'armement qui étaient implantées. C'est une région montagneuse dont les vallées sont parcourues par d'importants axes routiers reliant l'Herzégovine à la Bosnie orientale et Sarajevo au nord du pays. Dans la région entre Novi Travnik et Kiseljak, deux villes distantes d'une trentaine de kilomètres et reliées par une route, c'est là que se sont déroulés les faits de l'espèce. Le village d'Armici, dont il a été incontestablement reconnu qu'il fut le théâtre à la mi-avril 1993 du plus grave des massacres commis en l'espèce, se situe le long de cette route. J'en viens à présent aux accusés. Dario Kordic est né le 14 décembre 1960 à Busovača,
en Bosnie-Herzégovine. Il est marié et père de 3 enfants. Cet ancien journaliste a occupé un emploi rémunéré à l'entreprise Vatrostalna à Busovača à partir de 1985. En 1991, Dario Gordic a pris la tête de l'Union démocratique croate de Bosnie-Herzégovine dans la municipalité de Busovača. La même année, il est devenu vice-président de la communauté croate de Herceg-Bosna. Après la création de celle-ci le 18 novembre 1991. Lorsque la communauté croate de Herceg-Bosna est devenue la République croate de Herceg-Bosna, en août 1993, Dario Gordic a conservé son poste de vice-président. Mario Čerkez est né le 27 mars 1959 à Vitez, en Bosnie-Herzégovine. Il est marié et père, lui aussi, de 3 enfants. Avant l'éclatement du conflit armé dans la vallée de la Lajva, il était employé à l'usine Slobodan Princip Seljo, près de Vitez. Mario Čerkez a été l'un des membres fondateurs du HVO à Vitez. Il a d'abord été chef d'état-major adjoint de Vitez, puis commandant de la brigade de Vitez. Après le regroupement des brigades de Vitez et de Novi Travnik, il est devenu commandant adjoint de cette brigade. Enfin, en mars 1993, Mario Čerkez est devenu commandant de la brigade Viteška. La Chambre de première instance a déclaré Dario Gordic coupable d'avoir planifié, incité à commettre et ordonné notamment les crimes suivants: persécution, attaque illicite contre des civils et des biens de caractère civil, assassinat, actes inhumains, emprisonnement, destruction sans motif que ne justifient pas les exigences militaires, pillage et destruction ou endommagement délibéré d'édifices consacrés à la religion ou à l'enseignement. Ces crimes ont été commis dans les municipalités de Travnik, Vitez, Busovača et Kiseljak. La Chambre de première instance a conclu que Dario Gordic avait joué un rôle déterminant, notamment en ordonnant l'attaque contre Ahmići en avril 1993, durant laquelle plus d'une centaine de civils musulmans de Bosnie ont été massacrés. La Chambre de première instance a condamné Dario Gordic à 25 années d'emprisonnement. Pour les crimes commis à Vitez, Stari-Vitez et Večerica, Mario Čerkez a été déclaré coupable de persécution sur la base de l'article 7.1 du statut et de l'article 3 du statut et d'attaques illicites contre des civils et des biens de caractère civil, d'assassinat, d'actes inhumains, d'emprisonnement, de prise de civils en otage, de destruction sans motif que ne justifient pas les exigences militaires, de pillage et de destruction ou endommagement délibéré d'édifices consacrés à la religion ou à l'enseignement sur la base à la fois donc de l'article 7.1 et 7.3. Il a été condamné par la Chambre de première instance à 15 années d'emprisonnement. Elle a en revanche acquitté des chefs d'accusation retenus contre lui pour les crimes qu'il aurait commis à Ahmići. Dario Gordic et Mario Čerkez ont fait appel de toutes les déclarations de culpabilité prononcées à leur encontre. Dario Gordic avance principalement les arguments suivants. Il a été privé du bénéfice de l'égalité des armes et n'a pas bénéficié d'un procès équitable. Il dit aussi que la Chambre de première instance a commis une erreur en se fiant à des témoignages de seconde main qui n'avaient pas été corroborés, qu'elle a commis une erreur en concluant que le conflit entre les musulmans et les Croates en Bosnie centrale s'inscrivait dans le cadre d'une campagne de persécution unilatérale menée par les Croates de Bosnie. Il a dit qu'il n'était pas responsable des événements survenus à Ahmići et ailleurs et qu'il n'y avait pas de conflit armé avant la mi-avril 1993. Enfin, que la peine qui lui a été infligée était excessive.
Quant à Mario Tcherkez, il avance principalement les arguments suivants. Il n'y avait pas de conflit armé international à l'époque des faits. La Chambre de première instance a commis une erreur, dit-il, en le déclarant coupable sur la base de l'article 7.3 du statut. Il dit n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable et que la Chambre de première instance s'est trompée dans l'application du droit pertinent, car ses constatations étaient erronées. Il affirme également que la peine qui lui a été infligée était excessive. Enfin, l'accusation, pour sa part, fait appel de l'acquittement de Mario Tcherkez pour sa participation au crime commis à Armici et des peines infligées à Kordic et Tcherkez, au motif que ces peines n'étaient pas assez sévères. Durant la procédure en appel, plusieurs moyens ont été retirés, compte tenu notamment de l'évolution de la jurisprudence du tribunal international depuis février 2001. S'agissant de certains lieux mentionnés dans l'acte d'accusation, le procureur a reconnu que la Chambre de première instance n'avait pas fait dans le jugement toutes les constatations nécessaires. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse pour formuler des observations plus générales. Le fait est que le tribunal international n'a pu dans le passé et ne pourra à l'avenir juger ensemble toutes les personnes présumées responsables des crimes commis dans la vallée de l'Al-Ashwa. Les chambres du tribunal international ne peuvent juger que les personnes contre lesquelles un acte d'accusation a été établi et confirmé et qui se trouvent à La Haye. Si l'on considère les choses d'un point de vue objectif, l'incapacité du tribunal international à juger actuellement et à l'avenir des personnes présumées responsables d'infractions graves peut tenir à plusieurs raisons, et notamment, en premier lieu, à l'insuffisance des éléments de preuve à charge et ou au manque de coopération d'un État avec le tribunal international, que ce soit dans le passé ou encore aujourd'hui. En conséquence, chaque chambre ne peut analyser minutieusement la question de la responsabilité pénale individuelle des crimes commis dans la vallée de l'Al-Ashwa que pour chaque accusé traduit devant elle. Il est à souligner que chaque chambre du tribunal international se prononce sur la base des seuls éléments de preuve dont elle dispose. Ces éléments de preuve et partant la décision de la Chambre peuvent varier d'une affaire à l'autre, car il revient aux parties principalement de rapporter la preuve, comme c'est la règle dans un système essentiellement accusatoire. Sur la base des éléments de preuve dont elle dispose, la Chambre d'appel détermine soigneusement dans un premier temps si les crimes ont ou n'ont pas été prouvés. Et ce n'est qu'ensuite qu'elle décide, là encore sur la base des éléments de preuve dont elle dispose, si l'accusé peut être ou non tenu individuellement pénalement responsable de ces crimes. Par égard pour les victimes et leurs familles, il faut en outre souligner que lorsqu'une chambre décide d'acquitter un accusé, cela ne signifie pas nécessairement qu'un crime n'a pas été commis, mais que, vu les éléments de preuve dont elle dispose, la Chambre ne peut tenir l'accusé individuellement responsable de ce crime. Je reviens à présent au résumé de l'arrêt et rappellerai brièvement les principes juridiques régissant la procédure en appel. S'agissant des erreurs de fait, d'après la jurisprudence du tribunal international,
C'est d'abord à la chambre de première instance qu'il appartient d'examiner les éléments de preuve présentés au procès, de les apprécier et de décider du poids à leur accorder. Par conséquent, la chambre d'appel doit toujours accorder quelques crédits aux constatations de la chambre de première instance. S'il s'avère toutefois qu'aucun juge du fait n'aurait pu raisonnablement accepter les éléments de preuve sur lesquels s'est fondée la chambre de première instance, ou que l'appréciation de ces éléments est totalement erronée, c'est seulement à ce moment-là que la chambre d'appel doit intervenir. Lorsqu'elle examine les erreurs de fait alléguées par la défense, la chambre d'appel n'intervient que si aucun juge du fait n'aurait pu raisonnablement conclure à la culpabilité de l'accusé au-delà de tout doute raisonnable. Lorsqu'elle examine les erreurs de fait alléguées par l'accusation, la chambre d'appel détermine si aucun juge du fait n'aurait pu raisonnablement prononcer un acquittement. Et lorsqu'une partie soutient qu'une chambre de première instance a commis une erreur de droit, la chambre d'appel ne peut infirmer ou réformer la décision rendue par la chambre de première instance que s'il s'agit d'une erreur qui invalide la décision. Je vais à présent examiner brièvement les principes juridiques applicables au mode de participation prêté aux accusés en l'espèce. La Chambre de première instance a déclaré Dario Cordic coupable sur la base de l'article 7.1 du statut pour avoir planifié, incité à commettre et ordonné des crimes. L'élément moral retenu pour ces trois modes de participation est établi lorsque l'auteur a agi avec l'intention directe de planifier, d'inciter à commettre ou d'ordonner un crime. Un autre type d'élément moral est établi lorsqu'une personne ordonne un acte ou une omission en ayant conscience de la réelle probabilité qu'un crime soit commis au cours de l'exécution de cet ordre. Et donc, cette personne possède la mens rea requise pour être tenue responsable du crime au regard de l'article 7.1 du statut pour avoir ordonner l'acte ou omission en question. Le fait d'ordonner avec une telle conscience doit être considéré comme l'acceptation du dit crime. La Chambre d'appel estime que cela vaut également pour le fait de planifier ou d'inciter à commettre un crime. Je préciserai à ce propos que la Chambre d'appel a tiré dans l'arrêt des conclusions sur plusieurs autres points de droit, comme celui de l'exigence de résultats pour une attaque illicite dirigée contre des civils et des biens de caractère civil, ou celui du cumul des déclarations de culpabilité. Ces points de droit ne seront toutefois pas abordés dans le présent résumé. J'en viens maintenant au premier moyen d'appel soulevé par Dario Cordic et au troisième moyen soulevé par Mario Cerquez concernant la violation présumée de leur droit à un procès équitable inscrit à l'article 21 du statut. Dario Cordic soutient que l'accusation a fréquemment et largement varié dans son argumentation et que les accusés ont été de ce fait injustement lésés dans la mesure où ils n'ont pas été informés dans les plus brefs délais de la nature et des motifs des accusations portées contre eux, comme l'exige l'article 21.4a du statut. L'accusation les aurait ainsi obligés à se défendre contre des accusations sans cesse remaniées. La Chambre d'appel conclut que les chefs 1 et 2, mettant en cause respectivement Cordic et Cerquez pour persécution, que ce sont là des chefs trop généraux pour donner une idée précise de la portée temporelle et géographique des accusations et qu'ils pouvaient, à eux seuls, sérieusement gêner les accusés dans la préparation de leur défense. Pourtant, la Chambre estime que les chefs 1 et 2 doivent être considérés comme des chefs d'accusation qui coiffent les chefs 3 à 44, lesquels fournissent aux accusés des précisions supplémentaires sur les accusations portées contre eux. Compte tenu de ces précisions, la Chambre d'appel est convaincue que les accusés étaient informés des accusations portées contre eux et qu'ils étaient en mesure de se défendre devant la Chambre de première instance contre celles portées dans le cadre des chefs 1 et 2.
À ce propos, la Chambre d'appel relève que, s'agissant de l'expulsion et du départ forcé des civils musulmans de Bosnie, c'est mentionné dans plusieurs partie du jugement, mais que la Chambre n'y est pas revenue dans la partie consacrée à la responsabilité des accusés. La Chambre d'appel pense que la raison en est que l'acte d'accusation n'informait pas clairement les accusés qu'ils devaient répondre à des accusations d'expulsion et ou de transfert forcé. L'acte d'accusation, ainsi vicié, n'a pas été purgé pendant le procès en première instance. Les accusés affirment qu'en ce qui concerne divers éléments de preuve, l'accusation a manqué de différentes manières aux obligations que lui imposait l'article 68 du règlement pendant la mise en état de l'affaire, lors du procès et après celui-ci. La Chambre d'appel fait observer que l'accusation s'est longuement expliquée sur la présentation des éléments de preuve au procès et estime qu'elle s'est acquittée de bonne foi de son obligation d'aider la Chambre de première instance, étant donné la complexité de l'espèce et les difficultés qu'elle a rencontrées pour obtenir de nombreux éléments de preuve qui ne lui ont pas été immédiatement accessibles. Gordic et Cherkess n'ont pas pu établir que la Chambre de première instance avait commis une erreur en permettant une telle violation présumée de l'article 68. Leurs arguments sont finalement rejetés. Gordic et Cherkess soutiennent tous deux que c'est à tort que la Chambre de première instance a conclu à l'existence d'un conflit armé international pendant la période visée par l'acte d'accusation et les a déclarés coupables d'infractions graves aux conventions de Genève de 1949 sanctionnées par l'article 2 du statut. En outre, Gordic affirme qu'il n'y avait pas de conflit armé avant le 15 avril 1993, ce qui exclut toute déclaration de culpabilité fondée sur les articles 3 et 5 du statut. Contrairement à ce que soutiennent Gordic et Cherkess, la Chambre d'appel estime que la Chambre de première instance a, à bon droit, appliqué le critère du contrôle global, en vertu duquel un conflit armé devient international lorsqu'un État étranger exerce un contrôle global sur les forces armées de l'un des belligérants. En outre, la Chambre de première instance a, à juste titre, pris en compte la situation prévalant dans d'autres régions de la Bosnie-Herzégovine concernées par le conflit armé de Bosnie centrale pour se prononcer sur le caractère international du conflit armé. Dès lors qu'un conflit devient international, les conventions de Genève s'appliquent à l'ensemble du territoire des belligérants. La Chambre d'appel estime que, sur la base des éléments de preuve présentés, un juge du fait aurait pu raisonnablement conclure que la Croatie exerçait un contrôle global sur le HVO durant la période visée. De même, la Chambre de première instance a fondé sa conclusion sur la preuve fiable que la Croatie a dirigé la planification, la coordination et l'organisation du HVO et qu'il existait un conflit armé entre la Croatie et la Bosnie-Herzégovine. J'en viens à présent aux crimes pour lesquels Gordic et Cherkess ont été reconnus coupables par la Chambre de première instance. La Chambre d'appel considère cependant que la Chambre de première instance n'a, dans la plupart des cas, pas fait de constatation spécifique et explicite pour chaque élément constitutif des crimes, mais a expressément conclu que ces crimes étaient établis. La Chambre d'appel estime qu'en concluant explicitement que les crimes étaient établis, la Chambre de première instance a jugé implicitement que toutes les constatations nécessaires avaient été faites concernant les éléments constitutifs de ces crimes. La Chambre d'appel considère qu'une telle approche est en deçà des exigences du statut du tribunal international. Cependant, cela n'entraîne pas
le rejet automatique des accusations. La Chambre d'appel souscrit à l'argument de l'accusation selon lequel, dans ce cas précis, il lui faut déterminer si le dossier de l'instance permet de conclure, ainsi que l'a fait la Chambre de première instance, que les crimes ont été établis. La Chambre d'appel a donc dû examiner les crimes lieu par lieu et élément par élément, afin de déterminer si un juge du fait aurait pu raisonnablement parvenir à la même conclusion que la Chambre de première instance, à la lumière des faits. Je n'examinerai pas maintenant chacun de ces crimes en détail. Pour les besoins de ce résumé, il suffit de souligner qu'un certain nombre de crimes n'ont pas été établis et que les conclusions auxquelles la Chambre de première instance est parvenue à leur sujet ont dû être annulées. En revanche, le dispositif indiquera expressément, lieu par lieu, chacun des crimes pour lesquels les accusés sont finalement reconnus coupables. Avant de passer aux moyens d'appel portant sur la responsabilité pénale individuelle de Kordich et de Cherkess, j'aimerais faire observer que la Chambre d'appel a accordé une attention toute particulière à l'analyse de la Chambre de première instance concernant les ordres et les plans qui étaient légaux et ceux qui entraînaient la perpétration de crimes. Dans ce contexte, il était important de tenir compte des diverses réunions auxquelles Kordich et Cherkess ont participé. Réunion avec différents groupes de personnes qui se sont tenues le 15 avril 1993 à l'hôtel Vitesse, puisque cela implique de la part des accusés une connaissance et une conscience différentes des crimes qui ont été commis par la suite. Kordich soutient dans son troisième moyen d'appel que la Chambre de première instance a commis une erreur en concluant que les Croates de Bosnie avaient participé à une campagne de persécution en Bosnie centrale et en le déclarant coupable de ce fait. S'agissant en particulier du massacre d'Ahmici, la Chambre d'appel estime qu'un juge du fait aurait pu raisonnablement conclure qu'il y avait eu une réunion des dirigeants politiques croates de Bosnie le 15 avril 1993 à l'hôtel Vitesse et que Kordich y était présent. Il était aussi raisonnable de conclure qu'à cette réunion, la décision avait été prise de lancer une attaque contre les musulmans. Se fondant sur l'ensemble des preuves directes et indiciaires, un juge du fait aurait pu raisonnablement conclure que pour Kordich, cette attaque contre Ahmici et d'autres villages de la vallée de la Lachva avait pour but de nettoyer ethniquement la région pour des raisons stratégiques. La Chambre d'appel juge également qu'il était raisonnable de conclure que Kordich, en tant que responsable politique régional, avait planifié et incité à commettre les crimes survenus le 16 avril 1993 à Ahmici et dans les hameaux avoisinants Shantici, Pirici et Nadiotsi. Étant donné que la Chambre de première instance a eu raison de conclure qu'un ordre avait été donné de tuer tous les hommes musulmans en âge de porter les armes, d'expulser les civils et d'incendier leurs maisons, et que cet ordre avait été approuvé à la réunion des dirigeants politiques, la Chambre d'appel considère qu'un juge du fait aurait pu raisonnablement conclure que la participation de Kordich à la campagne de persécution ne s'est pas limitée à certaines régions de la vallée de la Lachva, en particulier celle d'Ahmici, mais qu'elle s'est étendue plus généralement aux crimes ultérieurs, notamment ceux qui ont été commis dans la municipalité de Kiseliak en avril et en juin 1993. En ce qui concerne le crime d'emprisonnement illégal de civils à Kaonik, à l'école primaire de Dubravica, au bâtiment du SDK, au cinéma de Vitez, au village de Rotil, à la caserne de Kiseliak et à la municipalité de Kiseliak,
La Chambre d'appel estime que la Chambre de première instance a eu raison de conclure que Kordic était responsable pour avoir ordonné la création de ces centres de détention et l'incarcération elle-même. Kordic soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur de fait, entraînant une erreur judiciaire en concluant qu'il était animé de l'attention requise pour tous les crimes de persécution dont il a été accusé. La Chambre d'appel approuve les conclusions de la Chambre de première instance selon lesquelles Kordic savait que des attaques généralisées et systématiques étaient lancées contre la population civile et que ces actes s'inscrivaient dans le cadre de ces attaques. J'en viens maintenant à l'intention spécifique d'exercer une discrimination pour des raisons politiques, raciales ou religieuses. Et je voudrais d'abord souligner qu'en règle générale, seuls des faits objectifs et le comportement global d'un accusé pris dans son ensemble permettent de conclure à l'existence d'une telle intention spécifique. Ce n'est qu'en de rares occasions qu'il sera possible d'établir une telle intention sur la base de documents ou de communications interceptés qui en font état. En l'espèce, les indices sont clairs. Lors d'une réunion le 27 décembre 1991 à Zagreb, Kordic a dit que les Croates de la région de Travnik étaient prêts à s'intégrer à l'État de Croatie. Et je cite, « À n'importe quel prix. Toute autre solution qu'une délimitation claire des frontières d'un territoire croate en Herzégovine serait une trahison. » Fin de citation. En outre, lors d'un rassemblement en janvier 1992 à Busovača, on a vu Kordic s'adresser à une foule en liesse, agitant des drapeaux, à laquelle il a déclaré que ce rassemblement prouvait que les Croates de Busovača appartenaient à la nation croate unie et que la communauté croate de Herzégovine et notamment Busovača, était, et je cite à nouveau, une terre croate et qu'elle le resterait. Fin de citation. La Chambre d'appel, se fondant notamment sur les éléments de preuve susmentionnés concernant les activités et l'orientation politique de Kordic, sur ses ferme prise de position nationaliste et ethnique et sur son souhait de voir un État croate souverain créé coûte que coûte sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, la Chambre, disais-je, estime que Kordic était animé de l'intention discriminatoire spécifique requise pour le crime de persécution. Et sur la base de ce qui précède, la Chambre d'appel confirme la déclaration de culpabilité prononcée contre Kordic pour le chef 1, persécution, un crime contre l'humanité.